Good afternoon, everybody. I would like to speak in French first, and after you can rise and put your questions in any language you want. Le Royaume du Maroc se félicite de l'adoption de la résolution 700-03 du Conseil de sécurité sur la question du Sahara marocain. À cette occasion, je voudrais remercier vivement le pen holder américain pour la rédaction et la négociation de cette résolution. Nos remerciements s'adressent également aux autres membres du Conseil pour leur apport constructif et leur vote en faveur de cette résolution, qui représente un jalon additionnel dans le socle onusien pour le règlement définitif de ce différend régional entre deux pays voisins, le Maroc et l'Algérie. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité consacre la sagesse et la clairvoyance du Conseil de sécurité en tant que garant de la paix et la sécurité dans le monde pour mettre fin à ce problème résiduel de la guerre froide. En ce faisant, le Conseil de sécurité s'est basé non seulement sur le droit et la légalité internationale, mais également sur le réalisme, le pragmatisme, le compromis. Cette résolution conforte également la vision et le choix stratégique de Sa Majesté le Roi en faveur de la négociation, le règlement pacifique des différends, la politique de la main tendue, et ce, conformément à l'article 6 de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. La nouvelle résolution du Conseil de sécurité consacre les, socles, les 7 fondamentaux pour la résolution de ce problème. 1. La résolution réaffirme la prééminence, la préscience de l'initiative marocaine d'autonomie en tant que seule et unique solution sérieuse et crédible pour régler ce problème. En ce faisant, là également, le Conseil a rejoint non seulement le Maroc, mais également la centaine de pays à travers le monde qui soutiennent cette initiative dans le plein respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. 2. Le Conseil réaffirme les paramètres de la solution qui doit être politique, réaliste, pragmatique, durable et basée sur le compromis. N'en déplaise à l'Algérie et à son proxy, le Polisario, cette résolution signe le 28e acte de décès du référendum, qui est mort et définitivement enterré depuis 2 décennies. 3. La résolution réaffirme également la responsabilité première de l'Algérie en tant que partie prenante principale à ce différend, en la nommant à 5 reprises dans le corps de la résolution et en lui demandant de présenter et de développer sa position afin de faire progresser le processus politique. 4. Le Conseil consacre le cadre des tables rondes du processus politique avec ses 4 participants, ignorant par là même le refus de l'Algérie de reprendre sa place autour de la table ronde. 5. Le Conseil exprime ses vives préoccupations à l'égard de la rupture du cessez-le-feu par le groupe séparatiste armé et le somme de respecter la libre circulation et réapprovisionnement de la MINURSO. 6. La résolution se félicite des réalisations du Royaume dans le domaine de la promotion et la protection des droits de l'homme, désavouant ainsi les allégations fallacieuses de l'Algérie et de son proxy polisarien. Enfin, 7. Le Conseil appelle dans sa 13e résolution consécutive à l'enregistrement des populations séquestrées
des camps de Tindouf et demande aux organisations humanitaires internationales de suivre les pratiques onusiennes lors de l'acheminement et la délivrance de l'assistance alimentaire afin d'en prévenir le détournement par le groupe séparatiste armé le Polisario et les responsables algériens, comme cela a été confirmé dans le dernier rapport du PAM qui a été publié en janvier de 2023. Voilà, je suis à votre disposition pour toute question que vous voudrez poser. Adla, s'il vous plaît. La presse a parlé hier de 4 explosions dans la ville de Smara. Est-ce que vous aurez plus d'informations sur les responsables? Effectivement, comme l'a souligné la presse internationale, les radios, il y a eu 4 déflagrations dans la nuit de samedi à dimanche dans la ville spirituelle du Sahara marocain, dans la ville de Ma'l-Ainin, le grand leader de l'opposition et surtout combattant, qui a combattu la colonisation espagnole. C'est en pleine nuit que ces 4 explosions ont eu lieu. Je vais vous montrer ici. C'est une ville qui est connue pour sa sérénité, pour la qualité de sa vie et surtout pour le pacifisme de ses populations civiles. Les 4 explosions dont vous avez fait mention, madame, elles sont pratiquement dans le même périmètre. Première explosion, c'est dans le quartier industriel. Deuxième explosion, c'est dans le Hay Salam. Troisième, Hay Salam. Et le quatrième, Hay El-Wahda. Vous voyez, c'est pratiquement la ville et sa périphérie. Il n'y a aucune installation civile, comme vous pouvez le constater dans la première explosion dans le quartier industriel. Il n'y a aucune installation ou site militaire ni quoi que ce soit. Deuxième, Hay Salam également, vous voyez des bâtiments, vous voyez des rues, vous voyez des terrains vagues. Troisièmement, Hay Salam, vous voyez, c'est les constructions, pratiquement. Et Hay Nahda également, vous voyez des bâtiments, des rues. Ben, c'est dans ces quartiers que ces explosions ont eu lieu. Nous déplorons malheureusement un martyr, un jeune garçon de 23 ans qui s'appelle Hamza, qui ne vit même pas là-bas, qui est venu voir sa tante pour demander la main de sa cousine. Il vit en France, dans la ville de Tarbes. Il est venu avec sa mère pour construire un avenir avec la femme de son cœur ou la fille de son cœur. Malheureusement, le destin on a décidé autrement, ou je dirais ceux qui ont organisé, perpétré ces explosions lâches, ignobles, on a décidé autrement. Nous déplorons également 3 blessés, dont 2 dans un état grave et qui se trouvent encore aux urgences à l'hôpital militaire de l'Aïoun. Immédiatement après ces explosions, qui ont eu lieu pratiquement vers minuit, minuit 30, la MINURSO a été avisée. Et comme vous le savez, la MINURSO a également des postes d'observation à Smara. Ils sont venus immédiatement. Ils ont constaté que les explosions ont eu lieu dans des quartiers civils, des maisons civiles, un mort et des blessés civils. Et bien sûr, ils vont faire leur rapport au quartier, ici le headquarter, au secrétariat de l'ONU. Et bien sûr, le Conseil de sécurité sera saisi par ce rapport. Les autorités marocaines, de leur côté, ils ont demandé à ce qu'il y ait, à travers le procureur général, auprès de la cour d'appel de l'Aïoun, qui a demandé à ce qu'on diligente, la police judiciaire de diligenter une enquête afin de vérifier ou d'identifier
les détails scientifiques, mais également balistiques de ces explosions. Le Maroc est un pays légaliste. Pour le moment, nous sommes dans la phase de l'enquête, de la collecte d'informations. Nous n'accusons personne parce que tout simplement, nous attendons les résultats probants de cette enquête. À ce moment-là, nous agirons. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'il y a un faisceau d'indices qui sont là également probants. Les faisceaux d'indices, il n'y a pas un, il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y en a plusieurs, et qui versent pratiquement vers la même direction qui s'est prononcée elle-même. Le premier indice, c'est le communiqué qui a été publié par le groupe séparatiste armé, le Polisario. C'est le communiqué 901, où il est dit que, là j'ai le communiqué en français, où il est dit que c'est ce qu'ils appellent l'armée de libération sahraoui a ciblé 3 régions. Le Mehbes, Smara, Farsiya. Smara, il parle d'explosions et de projectiles qu'ils ont lancés dans la nuit de samedi à dimanche. Premier indice. Et là, c'est un communiqué officiel du Polisario. Deuxième indice, lorsque les radios et les télévisions du monde, les agences de presse ont commencé à parler de ces explosions, le Polisario, et en le citant, à aucun moment, il n'a démenti. En l'absence de démenti de sa part, tout le responsabilise et tout indique que, effectivement, son silence confirme que c'est eux qui sont derrière ces explosions. Comment pourrions-nous qualifier tout en attendant les résultats et les conclusions de l'enquête de la police judiciaire de la Younes Mara? Nous savons que le droit international, le droit humanitaire international, les résolutions des conseils de sécurité qualifient toute attaque ou tout ciblage des civils ou des villes civiles comme acte terroriste, comme acte de guerre. Et bien sûr, ça suppose des conséquences et des responsabilités. Pour le moment, tout ce que nous pouvons dire, c'est que ces attaques ou ces explosions, cette victime innocente, que j'appellerai Shahid, qui a attristé tout le Maroc, ne resteront pas impunis. Les responsables devront assumer leurs responsabilités juridiques, mais également politiques. Pas seulement ceux qui ont perpétré ces attaques, mais ceux également qui sont derrière eux, ceux qui les abritent, ceux qui leur fournissent les missiles ou les katyushas ou les mortiers. Parce que tout simplement, quand il y a une déflagration, ça laisse des traces. Ça laisse parfois des indices techniques de l'origine qui va permettre au Maroc la traçabilité de l'explosif et la traçabilité du missile, du katyusha ou du mortier. À ce moment-là, le Maroc prendra les décisions qui s'imposeront et tirera les conséquences et les conclusions qui s'imposent. Et bien sûr, le premier à en tirer devra être le Conseil de sécurité, dès lors qu'il aura un rapport détaillé de la part de la MINURSO. La MINURSO est là pour superviser le cessez-le-feu. Le cessez-le-feu a été rompu il y a maintenant 2 ans, quelques mois. Il y a une responsabilité et nous attendons à ce que ce rapport soit rendu public par les Nations Unies afin que tout le monde sache
qui cible les civils, qui tue les innocents, qui déstabilise la sécurité dans la région et qui risque de provoquer des drames sur l'ensemble d'un embrasement de la région. Tout le monde doit savoir ça et la communauté internationale, bien sûr, doit juger de ce qui s'est passé. Nous faisons confiance à la MINURSO, nous faisons confiance au Conseil de sécurité pour décider et, bien sûr, le Maroc tirera, comme je l'ai dit, la responsabilité qui s'impose après cet acte que je qualifierais d'ignoble et d'acte terroriste, condamnable. Deuxième question, oui. Pourquoi vous insistez de négocier qu'avec les Algériens? C'est pas que nous insistons, c'est pas nous qui insistons pour négocier avec les Algériens, parce que nous sommes dans notre Sahara. Et l'Algérie assume une responsabilité. Elle assume une responsabilité historique, politique et juridique. Historique, parce que l'Algérie qui a créé le Polisario, c'est l'Algérie qui l'héberge, c'est l'Algérie qui l'arme, c'est l'Algérie qui le finance. Et c'est l'Algérie qui lui a permis de autoproclamer sa chimérique république. Et c'est du territoire algérien que viennent les pick-up et les voitures lourdes avec des canons de toutes sortes. Donc il y a une responsabilité politique, historique. La responsabilité juridique, c'est les actes qui sont perpétrés. Au Sahara marocain, il n'y a pas que le Polisario qu'on est responsable. Le droit international est très clair. Tous ceux qui aident un groupe armé devront en assumer la responsabilité, surtout que l'Algérie, dans le seul camp de réfugiés dans le monde où l'autorité, la souveraineté pratiquement est confiée à notre entité, autre que l'entité algérienne. Politique. Politique, on se rappelle que l'accord de Madrid a été signé le 15 novembre 1975. Imaginez-vous que 4 jours après, le ministre des Affaires étrangères algérien est venu voir le secrétaire général pour lui dire qu'il rejette l'accord. De quel droit il le rejette? Au moment où les deux ministres, mauritaniens et marocains, sont venus voir le secrétaire général pour lui remettre copie du rapport. Le lendemain, et là c'est documenté dans le rapport du secrétaire général, l'Algérie envoie une note, la mission permanente, pour dire que, voilà, suite à cet accord, les parties concernées et intéressées, les deux termes, concernés et intéressés, sont l'Espagne, pas le Maroc et la Mauritanie, non, l'Espagne, l'Algérie, et c'est après que vient le Maroc et la Mauritanie. Vous voyez? Donc, c'est pour toutes ces raisons politiques, juridiques et historiques que nous demandons à ce que l'Algérie soit autour de la table ronde pour régler et discuter du problème. Et je tiens à le dire, nous n'allons pas discuter de la marocanité du Sahara avec l'Algérie, ni avec son proxy polisarien. Nous allons discuter de la stabilité dans la région. Nous allons discuter de l'intégration économique. Nous allons discuter de comment on peut ouvrir les frontières et régler ce problème entre les deux pays pour que enfin la paix et la stabilité reviennent et surtout l'espoir aux populations de la région. Voilà pourquoi nous insistons. En plus, il ne faut pas oublier les résolutions du Conseil de sécurité. L'Algérie est citée chaque fois avec le Maroc. 5 fois dans la résolution qui vient d'être adoptée, la 2703. 5 fois l'Algérie est citée, 5 fois le Maroc est cité. Donc, ce n'est pas seulement le Maroc qui demande, mais il a une responsabilité, il devra l'assumer. Malheureusement, l'Algérie assume la responsabilité uniquement dans
dans les déclarations à l'Assemblée générale parce qu'il sait qu'il n'y a pas de conséquences là-bas. J'aurais souhaité que vous me posiez la question, que veut l'Algérie? L'Algérie veut tout simplement l'absolution de sa responsabilité. Et c'est pour ça qu'il se dérobe. C'est pour ça qu'il ne veut pas revenir à la table ronde. C'est pour ça qu'il s'accroche à son soi-disant statut de observateur ou de juste intéressé. Donc l'Algérie n'aura jamais cette absolution. Il aura toujours à rendre des comptes devant l'histoire, devant les peuples du Maghreb et devant les Nations Unies pour tout ce qui est arrivé dans notre région comme gâchis, malheureusement. Merci, madame. S'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Salim Abnabou pour 2M. Ouais. Permettez-moi d'insister sur l'Algérie. Pourquoi est-ce que, selon vous, l'Algérie persiste dans son refus de permettre le recensement des populations des camps de Tindouf, malgré les demandes répétitives du Conseil de sécurité? La raison est simple, c'est parce qu'ils ont quelque chose à cacher. Et ce qu'ils ont à cacher, c'est le chiffre. Et le chiffre, c'est pas pendant plus de pratiquement 25 ans, ils ont avancé le même chiffre, 175 000. Maintenant, heureusement, les agences onusiennes ont déclaré depuis 2005 que ce chiffre est exagéré. Ils ont descendu à 90 000. Comme si il n'y a ni mort, ni naissance, ni départ de ces camps. Ils ne veulent pas le recensement parce que tout simplement, il n'y a pas que les Sahraouis. Il y a des Maliens, il y a des Sénégalais, il y a des Algériens, il y a des Touaregs. Et forcément, eux, ils lient l'enregistrement à la solution politique. Aucun texte du Haut Commissariat ne lie l'enregistrement des populations d'un camp de réfugiés au règlement politique. L'enregistrement est un droit statutaire ou une obligation statutaire du pays hôte en coopération avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Et le recensement, normalement, ne doit avoir aucune dimension, aspect politique, parce que c'est juste pour protéger cette population, pour quantifier les besoins et pour préparer le retour, soit à la mère patrie, soit à l'intégration sur place, soit aller à une troisième, un pays tiers, s'il y a un pays tiers qui voudrait les accueillir. Mais de toutes les façons, vous avez remarqué que pour la 13e résolution consécutive, le Conseil de sécurité insiste sur l'enregistrement et insiste également pour qu'on veille à ce que l'assistance alimentaire humanitaire ne soit plus détournée par le Polisario, les responsables du Croissant Rouge algérien. S'il vous plaît. La résolution que vient d'adopter le Conseil de sécurité se félicite des consultations informelles que M. de Mistura a eues en mars dernier. Que pensez-vous de ce nouveau cadre de concertation? Je ne sais pas pourquoi vous l'appelez nouveau cadre de consultation. Le seul cadre qu'il y a, c'est les tables rondes. Et les tables rondes sont ancrées dans les résolutions du Conseil de sécurité. Dans la dernière qui vient d'être adoptée, il appelle à la reprise des tables rondes, il appelle au retour des 4 participants. Donc les consultations ne pourront jamais remplacer les tables rondes. Il n'y aura pas de substitution. Et le Maroc se posera à ce que ces consultations bilatérales, informelles, puissent remplacer un jour les tables rondes. D'ailleurs, rien que dans la sémantique, cherchez au dictionnaire que veut dire consultation, que veut dire informel. Consultation, c'est échange de points de vue, exprimer son avis, parfois bavardage, simple discussion. C'est ça les consultations, mais sans prise de position. Informel, ça veut dire que ce n'est pas officiel. Donc, on ne peut pas remplacer les tables rondes par des discussions indéfinies. Nous avons effectivement participé au mois de mars, comme cela figure dans le rapport de l'envoyé personnel, le secrétaire général, à des consultations afin d'écouter l'envoyé personnel et échanger avec lui. Mais si vous lisez le rapport du secrétaire général, vous allez trouver dans le paragraphe
39. Par hasard, le seul qui se félicite de ces consultations bilatérales, c'est le ministre des Affaires étrangères algérien. Il dit qu'ils sont très utiles. Ils ne vont pas revenir à table de négociation, de table ronde, parce qu'ils se limitent uniquement à ces consultations bilatérales. Nous leur disons, nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait les tables rondes, qu'il y ait les consultations bilatérales informelles, parce qu'une partie, l'Algérie, a décidé de changer par elle-même le format. Donc, nous pouvons accepter toute discussion avec l'envoyé personnel, mais la discussion, ou si l'envoyé personnel voudrait l'appeler consultation, ça serait pour mener, ça serait vers la voie pour les tables rondes. Il faut que ces discussions ou consultations informelles soient organiquement liées à, in fine, arriver à l'organisation des tables rondes, comme cela a été fait par l'envoyé personnel. Il a eu des réunions bilatérales avec les ministres des Affaires étrangères des partis en Europe à 2 reprises pour préparer les tables rondes. Nous attendons à ce que ce soit également le cas, en dehors du maintien, de la réaffirmation des tables rondes. Nous ne pourrons jamais cautionner à ce qu'il y ait uniquement des consultations bilatérales, informelles au niveau des représentants permanents sans objectif bien déterminé. Et l'objectif pour nous, c'est les tables rondes et c'est la base référentielle, c'est les résolutions du Conseil de sécurité. C'est ça notre référentiel. S'il vous plaît. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. C'est Abtah Mohamed, deuxième chaîne marocaine. L'envoyé spécial fait rendu visite dernièrement au Sahara. Pour vous, quelle évaluation pour mettre vous pour cette visite? Très positif. Tout d'abord, il faut souligner que M. Slimane Mistura s'est rendu au Sahara à l'invitation express du Royaume du Maroc. Ça d'un côté. Il a passé 4 jours dans des entretiens très fructueux. Il a eu des entretiens avec les autorités locales, avec les présidents des régions, avec les chouurs, avec les élus locaux. Il a rencontré la société civile, plusieurs ONG, les femmes, parce qu'il a insisté à rencontrer les femmes. Il a rencontré les femmes parlementaires, élues, mais également femmes d'affaires. Il a rencontré une délégation des ONG de jeunes. Il a rencontré les ONG en charge des droits de l'homme. Il a rencontré la commission régionale de Conseil national des droits de l'homme à Laayoune et Dakhla. Mais il a rencontré également l'ONG qui réunit les ralliés du Polisario qui vivent en toute tranquillité, liberté et qui jouissent de tous leurs droits au Sahara marocain. Il a également, dans un dîner officiel, rencontré les consuls des consulats ouverts à Dakhla, avec qui il s'est entretenu durant le dîner sur les opportunités d'affaires, pourquoi ils ont ouvert, et ils lui ont expliqué le pourquoi et le comment de l'ouverture de leur consulat sur place et surtout l'activité qu'ils mènent, aussi bien en ce qui concerne la migration que les investissements, que les opportunités d'affaires. Il a également, ça c'est les rencontres, mais en même temps, il a fait des visites sur le terrain, aussi bien à Laayoune qu'à Dakhla, l'hôpital d'oncologie qui vient d'ouvrir depuis 1 an. Il a visité l'hôpital universitaire qui est encore en chantier, mais qui sera prêt dans 1 an, qui est une immense infrastructure pour l'ensemble de la région. Il a visité le centre d'excellence et de travail. Là également, c'est un centre gigantesque où on lui a expliqué les chances qui sont offertes aux jeunes pour la formation. Il a visité le grand port d'Arla en construction, qui sera l'un des plus grands ports en eau profonde de l'Afrique de l'Ouest. Et comme il a vu également des présentations sur l'autoroute d'Al-Faya d'Arla de 1000 km. Et je vous réfère à ce qu'il a dit dans son rapport, qu'il a été impressionné. Impressive
les infrastructures. Donc cette visite a été très utile. Il a également rencontré les responsables de la MINURSO, s'est entretenu avec les observateurs. Il a rencontré toutes les personnes qu'il a souhaité voir et les personnes qui ont souhaité le voir également. Nous n'avons mis aucune limite à ces rencontres sur place et nous sommes très contents que le rapport qu'il a fait sur cette visite a été factuel, a été positif et surtout il a permis aux membres du Conseil de sécurité de se rendre compte de ce qui est la réalité de la vie paisible au Sahara, les investissements, les libertés, les activités économiques. Et surtout, il y avait un message, et là je m'arrêterai là, pratiquement tous ces interlocuteurs ont insisté sur une chose, l'espoir. Et ils se projettent sur l'avenir, sur la construction du Sahara, ce qu'ils sont en train de faire, et également la possibilité pour leurs frères et sœurs et parents qui sont dans les camps de Tindouf pour qu'ils reviennent, pour qu'ils participent avec eux à la construction, à l'édification de cette grande région du Maroc. À aucun moment, ils ne se sont attardés sur le passé ou sur ce qu'ils ont vécu. Même ceux qui ont fui les camps de Tindouf, ils ont eu des messages et surtout un langage positif, prometteur. Et se sont, comme j'ai dit, projetés à l'avenir afin qu'ils comprennent que c'est une génération qui pense à la vie ensemble. Et c'est une génération qui pense à la paix, la sécurité et surtout la coexistence avec tout le monde. Même ceux qui ont une opinion différente, il y a de la place pour tout le monde. Merci. Monsieur l'ambassadeur, merci de ce point de presse habituel, utile. La résolution stipule que le différend sur le Sahara dépend de la consolidation de la coopération entre les membres du Maghreb, les membres de l'UMA. Sa Majesté le roi Mohammed VI a envoyé un message en Algérie il y a quelque temps voulant inaugurer un dialogue. L'Algérie a rejeté ce dialogue. Le Polisario a déclaré la guerre totale. Comment pensez-vous que les Nations Unies puissent faire quoi que ce soit pour consolider la coopération entre les États membres de l'UMA? La résolution, je vous remercie pour votre question. La résolution que le Conseil de sécurité vient d'adopter verse dans ce que vous venez de dire. Il parle de la coopération entre les pays de la région. Il parle du règlement pacifique de ce différend. Il parle du rôle de l'Algérie. Donc ce problème sera réglé avec l'apport, la contribution, la sagesse de l'Algérie autour de la table ronde, Inch'Allah. Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a toujours maintenu la main tendue envers les frères algériens, envers son frère, son Excellence, le Président Taboun. Donc cette main tendue, elle est toujours là parce qu'elle est motivée par une conviction, une foi sincère dans la nécessité de vivre ensemble, de la paix ensemble, de la construction du Grand Maghreb ensemble et surtout dans la nécessité d'offrir un avenir meilleur aux générations présentes et futures. Notre génération, malheureusement, n'a pas vu ce rêve se réaliser et le rêve de Sa Majesté le Roi, c'est que avec son frère, le président algérien, cela puisse se réaliser dans le meilleur délai possible. Les Marocains sont résilients, mais en même temps optimistes, mais en même temps têtus quand il s'agit de la marocanité du Sahara et déterminés. La marocanité du Sahara ne peut pas être ni sacrifiée, ni négociée, ni discutée avec qui que ce soit. On peut parler de tout, sauf la marocanité. Et surtout, n'oubliez pas, chaque Marocain a fait le serment de tout faire pour préserver
la marocanité du Sahara et pour défendre notre pays. Tout le reste est négociable. Je vous remercie. Dernière question. Ouais. L'Algérie va siéger au Conseil de sécurité dans 2 mois. À quoi vous vous attendez? À quoi je m'attends? J'aimerais m'attendre à de bonnes choses. Enfin, il y a 2 scénarios. Lorsque l'Algérie accédera à partir du 1er janvier au Conseil de sécurité en tant que membre non permanent. Soit l'Algérie assume pleinement sa responsabilité en tant que membre responsable, en tant que membre représentant le groupe arabe au sein du Conseil de sécurité, en tant que membre qui est susceptible d'apporter sa contribution à la préservation de la paix et la sécurité dans le monde. Il y a énormément de problèmes en Afrique, il y a au Moyen-Orient, il y a en Asie, il y a le Conseil de sécurité et l'Algérie peut apporter sa touche, sa contribution à la consolidation de la paix et la sécurité dans le monde. Et ça, c'est le scénario que je dirais heureux, que nous espérons vivement. Il y a l'autre scénario, c'est que l'Algérie se désintéresse de tout cela et se concentre, se focalise sur la question du Sahara marocain ou à son obsession marocaine ou saharienne. Ça serait un gâchis, là également, parce qu'il n'a pas été élu dans le cadre d'une rotation pour s'occuper uniquement de son agenda national. Le Conseil de sécurité, il a ses règles. Il a son mandat. C'est l'organe le plus important des Nations Unies. Il a ses objectifs. Son mandat est géré par la charte, mais par également le règlement provisoire du Conseil. Ils sont clairs. L'Algérie ne peut pas faire autrement que s'inscrire dans ce que le Conseil de sécurité a déjà fait. Le dossier du Sahara, il aura déjà des dizaines de résolutions. Il ne peut pas venir et commencer de scratch ou de vacuum. Il y a la dernière résolution, c'est la 2703. Il doit travailler là-dessus. S'il travaille là-dessus, je crois que tout membre du Conseil de sécurité se doit, s'il est sincère, de s'inscrire dans la légitimité onusienne, dans la légitimité du Conseil de sécurité et mettre en œuvre ce que cet organe dans lequel il est devenu membre non permanent doit mettre en œuvre cela. S'il ne le met pas en œuvre ou s'il persiste, comme j'ai dit, ben ça sera autre chose. Dans ce cas-là, le Maroc sera là. Nous serons vigilants. Nous nous opposerons à toute instrumentalisation du Conseil et nous répondrons à toute provocation, que ce soit à l'intérieur du Conseil ou bien ici, partir de cette tribune. Le Maroc est connu pour être parmi, et ça c'est pas moi qui le dis, parmi les 10 pays, parmi les 193 pays membres des Nations Unies, à être le plus présent au Conseil de sécurité. Notre assiduité aux réunions du Conseil de sécurité est un exemple. Nous sommes parmi les 10 premiers pays. Nous allons encore faire plus avec l'Algérie en tant que membre. Tout simplement, pas pour créer quoi que ce soit. Le Maroc n'a jamais été celui qui provoque ou celui qui crée le problème. Nous sommes le pays qui réagit. Si nous tendons la main à nos frères algériens, la délégation aussi, pour travailler ensemble, nous interviendrons positivement lorsqu'ils présideront le Conseil, lorsqu'ils auront leur événement signature ou leur thématique qu'ils choisiront pour le mois de leur présidence. Nous serons animés avec l'esprit le plus positif, le plus fraternel et le plus responsable. Parce que nous voyons loin et nous ne mêlons pas la question du Sahara à autre chose. Il y a 2 réunions du Conseil par an. C'est au mois d'octobre pour prorogation du mandat et le mois d'avril pour le mi-parcours ou le mi-terme.
Ben, en dehors de ces 2 réunions, ben, il n'y a pas de raison de soulever la question du Sahara à n'importe quel discours. J'espère qu'il soit animé par les mêmes sentiments que nous sommes là. Et bien, il y a un problème entre nous, on le laisse de côté, sauf s'il est inscrit à l'ordre du jour, et on travaille ensemble. Nous leur tendons la main ici pour travailler ensemble pour la réussite de leur mission, parce que ce n'est pas dans leur intérêt que chaque fois que s'ils soulèvent la question ou il n'est pas inscrit à l'ordre du jour, le Maroc sera obligé de répondre. Ce n'est pas dans leur intérêt ni dans leur image, pour préserver leur image. Ils doivent maintenant envoyer l'image d'un pays responsable. C'est pour ça qu'ils sont ici dans le Conseil. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. À l'année prochaine, Inch'Allah, je l'espère.